bonjour à tous, soyez vraiment les bienvenus. On est ravis avec Stéphanie qui est juste derrière moi, Stéphanie Chauveau qui va enlever son masque, on est à distance suffisamment, voilà, de pouvoir vous accueillir. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Evelyne Musialowski, adjointe au directeur diocésain et en charge du premier degré et de la formation pour l'ensemble de l'enseignement catholique du Val d'Oise, premier et second degré. Donc c'est à ce titre que je suis avec vous aujourd'hui et avec Stéphanie qui va se présenter après et avec Ludovic, notre intervenant, voilà, qui va se lancer aujourd'hui. Alors nous sommes ravis donc de vous accueillir pour une première web conférence. Alors c'est pour nous un format inédit de rencontre et de partage, un partage professionnel qui est ouvert à tous les enseignants, de la petite section jusqu'au supérieur. Donc c'était ça qui était important pour nous. Et ce printemps de la pédagogie, Stéphanie va vous le présenter. Alors bonjour à tous, donc je suis Stéphanie Chauveau, voilà, je connais déjà certains d'entre vous. Pour vous dire un petit peu qui je suis doctorante en sciences de l'éducation voilà, je me questionne sur la place du numérique en formation initiale des professeurs des écoles. Et je suis au niveau de la direction diocésaine de l'enseignement catholique du Val d'Oise. Je suis là pour aider au pilotage du projet territoire numérique éducatif. Et du coup, ce printemps de la pédagogie s'inscrit vraiment dans l'expérimentation des territoires numériques éducatifs. C'est une expérience qu'on partage avec vous depuis le début de l'année. Alors, derrière cette expérimentation, eh bien, c'est une nouvelle dynamique aussi pour nous au sein de l'enseignement catholique du Val d'Oise. Et c'est l'opportunité de vous rejoindre sur le terrain, chacun, et de chercher à répondre au mieux à vos besoins à tous. Alors bien sûr, vous le savez déjà, puisque vous êtes sur le terrain, que tout n'est pas parfait, que nous construisons au fur et à mesure et surtout avec vous et grâce à vos retours, puisqu'on essaye vraiment de réajuster en fonction de ce que vous nous dites. Nous évaluons donc en marchant, c'est pour ça qu'il y a des réajustements permanents, et que c'est un pilotage pédagogique que vous connaissez par cœur, puisque vous l'utilisez dans votre pratique quotidienne d'enseignant. Ce qui compte véritablement pour nous, voilà, c'est d'entrer dans un échange, de parler et de partir du terrain avec des expériences partagées et de pouvoir vous nourrir, de pouvoir vous ressourcer. Donc on espère de tout cœur l'objectif sera atteint à la fin de cette web conférence. En tout cas, avant de laisser la parole à Ludovic Viel, je relaisse un tout petit peu Stéphanie vous parler du cadre de cette web conférence. Par rapport à ce moment que nous allons vivre ensemble pendant 1h30, Ludovic va vous présenter un petit peu son projet, qui il est. Si vous avez des questions, pour que le fonctionnement soit le plus fluide possible, est-ce que vous pouvez écrire vos questions dans le chat, dans Converser. Mais vous pouvez vraiment écrire vos questions au fil de l'eau, et ensuite... Merci Gilles. Et ensuite, avec Evelyne, on se fera le porte-parole de vos questions une fois que Ludovic aura terminé, voilà, pour éviter qu'il y ait peut-être, que ce soit plus simple, en tout cas plus fluide. Voilà, c'est tout. Nous le posons à la fin. C'est parti. Parfait. Bonne web conférence. Eh bien, bonjour à chacune et chacun. Merci d'être présent sur cet après-midi. Pour moi, c'est vrai que c'est plus qu'un honneur d'avoir été invité sur ce temps qui est sur un sujet qui me parle, qui me passionne depuis un certain nombre d'années. Donc, pour vous préciser un petit peu mon parcours, donc je suis Ludovic Viel, actuellement enseignant d'EPS. Je suis professeur d'EPS de formation à l'Institut Paul Ricoeur à Louvre depuis 10 ans maintenant. C'est ma 10e année que j'enseigne dans cet établissement. Donc je suis passé par un cursus STAPS, comme tous les enseignants d'EPS. Je vais dire le mot, j'ai galéré pendant 5 ans en tant que maître auxiliaire avant de réussir à valider le concours, ce qui ne m'a pas empêché, voilà, de mettre en place tout un tas de projets durant ce temps-là. Et puis au fur et à mesure des années, j'ai eu la chance d'avoir des directeurs qui, peut-être par mon investissement, m'ont donné de plus en plus de responsabilités, de missions, notamment en lien avec le numérique. Un petit peu la casquette de dépanner, voilà, les collègues ou de façon assez triviale la photocopieuse lorsqu'il y a un bug dessus. Et tous ces petits moments m'ont amené actuellement et aujourd'hui à être devenu coordinateur pédagogique en charge du déploiement du numérique sur l'Institut Paul Ricoeur. Donc mission qui m'a été confiée à vos souhaits par Guillaume Lesage, qui est le chef d'établissement de l'Institut Paul Ricoeur à Louvre.
Sur comment je vais dire ça, le déroulé de la présentation, donc ça va être ce que je suis en train de faire, une présentation de qui je suis, un petit peu de mon parcours, de ce qui m'a amené à être qui je suis et où je suis aujourd'hui. Forcément un retour sur l'échange de pratiques qui était le cœur de la vidéo que vous avez peut-être visionné en amont de ce temps d'échange. Et puis un petit peu forcément parler des perspectives, en tout cas de ce que moi je vois comme perspective par rapport à toute cette dimension numérique qui est en train de, pas de se développer parce qu'elle est déjà présente depuis plusieurs années, mais d'évoluer peut-être avec un coup d'accélérateur du fait de cette situation sanitaire actuelle. J'ai pris cette petite image parce que c'est vraiment l'idée et l'image que je me fais pour le moment de mon parcours avec cette courbe qui montre bien que parfois on revient en arrière, on teste, on tâtonne, on essaye. Parfois on a des échecs, parfois on a des réussites. Sur le parcours numérique, c'est vrai que, et j'y reviendrai un petit peu plus tard, quand on est lycéen et étudiant, on nous demande de plus en plus d'utiliser le numérique d'une façon ou d'une autre pour ce qui est des cours en présentiel, pour ce qui est aussi du travail en distanciel. Et pourquoi ça me semble important, c'est tout l'enjeu que va représenter notre action actuellement sur justement l'éducation au numérique auprès des jeunes générations. Il y a eu forcément le numérique en entrée dans le métier. C'est vrai que j'ai fini mes études aux alentours des années 2010 et on passait ce fameux B2I2E en tant qu'enseignant, qui était un module qui était censé nous permettre d'être aguerris, si je puis dire, au niveau du numérique. Dans la théorie, la pratique était un petit peu tout autre. Il y a forcément aussi actuellement, et ça j'y reviendrai aussi un petit peu plus tard, concrètement aujourd'hui, moi où est-ce que j'en suis du numérique, que ce soit dans mes fonctions de professeur de PS, je suis encore professeur de PS à temps plein, donc avec mes 20 heures de face-à-face pédagogique, et aussi et surtout sur ma deuxième casquette de coordinateur pédagogique avec toute la dimension auprès de mes collègues, mais aussi auprès des élèves. Et puis comme je le disais, les perspectives pour la suite. On y arrive. La place du numérique. Comme je le disais, lors du cursus scolaire et universitaire, on est amené très souvent à utiliser le numérique au quotidien, maintenant pour faire nos recherches, pour envoyer des documents, pour partager, même pour échanger, que ce soit les élèves entre eux ou même les enseignants entre eux et avec l'institution. Au niveau universitaire, pardon, aussi et encore plus actuellement par rapport à cette fameuse situation sanitaire. Et c'est tout l'enjeu pour moi de déployer et d'inciter la mise en place du numérique. Et je vais préciser quelque chose qui me semble très important. Pour moi, ce n'est pas le numérique pour le numérique, mais on est bien sur le numérique au profit, au bénéfice de quelque chose. Et là, en l'occurrence, pour moi, c'est au bénéfice de l'enseignement, de nos enseignements et de nos contenus d'enseignement. Et pas simplement utiliser le numérique parce que c'est à la mode, ça fait joli d'utiliser du numérique actuellement. Il faut que le numérique parle, il faut que ça soit quelque chose qui ne nous mette pas en difficulté face aux élèves. Au niveau du monde professionnel, j'en suis convaincu, et pas forcément parce que j'ai cette casquette de coordinateur pédagogique en charge du numérique, on a une nécessité de le mettre en place dans le sens où, même avant la situation et cette pandémie qui nous a forcé à faire du distanciel et de modifier un peu nos pratiques, ça permet quand même d'aller au-delà de ce qu'on est capable de faire. Pour prendre une image très simple, un enseignant, il y a une trentaine d'années, on lui aurait dit tu vas faire ton cours avec un vidéoprojecteur et un support que tu auras créé sur un ordinateur, ça aurait été inconcevable. Il y a 4 ans, on nous aurait dit vous allez faire cours en distanciel avec la moitié de votre classe en face de vous, l'autre moitié à distance, ou même l'intégralité de votre classe à distance. Ça aussi, ça aurait été inconcevable pour tout le monde. Donc c'est là où je dis que c'est une nécessité dans le sens où il y a la situation qui nous a obligés à y aller. Mais pour autant, certains collègues n'ont pas attendu cette situation pour aller chercher le numérique et l'utilisation du numérique dans le monde professionnel. Avant de continuer, j'aimerais bien rendre cette intervention interactive et je n'avais pas envie de faire un monologue pendant 45 minutes. Alors je vous invite chacune et chacun à aller sur un téléphone, sur une tablette, sur votre ordinateur, sur le site qui s'affiche www.menti.com et à utiliser ce petit code qui est apparu, le 58 23 15 68. Et ça va être un petit jeu
on va dire une sorte de sondage. C'est-à-dire que vous allez avoir des questions qui vont apparaître. L'objectif, c'est d'y répondre. Les limites de cette plateforme font que parfois on va vous parler de points, de bonnes ou de mauvaises réponses. Rassurez-vous, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'idée, c'est vraiment d'avoir, moi, en interactivité et en direct, un retour de votre part sur un petit peu les différentes questions dont il sera question. Alors, on va le faire en direct. Il faut que j'aille dessus, c'est pour ça. S'il veut bien. Ah, j'ai pas ma page. On est parti. Donc je vous rappelle, pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais vraiment l'idée c'est d'avoir votre retour et votre avis sur la chose. Alors première question simple, hein. Au quotidien j'utilise le numérique. Est-ce que je l'utilise très souvent? Est-ce que je l'utilise souvent, occasionnellement ou très peu? Je ne l'ai pas partagé. On va refaire autrement, on recommence, comme ça tout le monde est ici concerné. Allez, partage d'écran, on y retourne. La joie de la technique et du numérique. Sinon ça serait vous mentir que de dire que ça fonctionne tout le temps. Voilà les résultats pour le moment. Donc au quotidien j'utilise le numérique. Sur les 11 personnes présentes, 10 très souvent, une occasionnellement. Est-ce qu'il va vouloir me faire bouger la page du coup? C'est du direct. C'est du direct avec les aléas du direct. Donc là je vous disais, hein, les questions on s'en fiche, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'idée c'est vraiment d'avoir votre retour. J'utilise un espace numérique de travail, ce qu'on appelle l'ENT, 7 jours sur 7, en semaine, parfois ou jamais. Ce que je dis parfois à mes collègues, hein, n'oubliez pas la déconnexion professionnelle le week-end. Je pense que tout le monde a répondu. Non, 8. 8, on est combien? 4? Il y avait 10. 16 participants. Je vais attendre les derniers. J'ai peut-être été un petit peu trop vite sur celle d'avant, désolé. 11 sur 16 participants. Du coup, ça s'équilibre avec ce que tu as dit. Exactement. C'est plutôt intéressant. 7 tous les jours, 6 pardon, qui utilisent tous les jours, 4 en semaine, 3 seulement parfois. Je pense que tout le monde a répondu sur ceux qui sont connectés en ligne avec nous. On va passer à la troisième. Qui va pas me remettre la même. Là, je crois que pour ceux qui sont un petit peu lents, malheureusement, le process va faire que vous n'avez pas beaucoup de temps, vous n'avez que 15 secondes. Question intéressante et question qui commence à rentrer dans le vif du sujet. Dans ma pratique pédagogique, j'utilise le numérique plutôt souvent, plutôt occasionnellement ou plutôt jamais. Et là, je pense que je vais la remettre parce que le temps va peut-être écouler avant que tout le monde puisse... Ah non 11 personnes souvent. On est plus ou moins sur les mêmes taux de participation. Donc en fait, c'est bien, nous n'avons que des personnes qui sont connectées et qui sont pleinement dans le déploiement et l'utilisation du numérique. Mais c'est intéressant. Même quand on rêve après. Hein. C'est ça. Question qui fait un petit peu référence à la vidéo et à une fameuse question de cette vidéo. Selon vous, l'usage du numérique implique-t-il un changement de posture? On parle bien de posture, donc de l'enseignant. J'espère animer des questions et en tout cas faire naître plein de questions sur le chat par ce petit temps d'interaction. Donc 8 qui considèrent qu'absolument cela implique un changement de posture et 4 seulement en partie. C'est intéressant de savoir en partie quelle est la partie qui l'implique et l'autre qui ne l'implique pas. Si je vous dis pas de bêtises, j'en ai une dernière. Ou pas. Non, j'en ai fait 4. On en a fait 4. Hein. On n'avait que 4. Non, bah, c'est tout bon.
j'ai fini mes 4 questions. Je vais reprendre du coup le petit diaporama. Donc c'est intéressant de voir ces réponses et encore une fois j'espère que vous allez un petit peu intervenir sur le fil de discussion, notamment par exemple les 4 qui ont marqué que cela implique une transformation. Je suis entièrement d'accord. et c'est sur la question et l'intervention qui vient d'être faite sur le chat. Je vais faire des petits liens à un moment donné, mais j'avais mon fil construit, mais je vais essayer aussi d'intervenir en fonction des questions et des échanges qui vont être mis. On est bien d'accord qu'il ne faut pas que le numérique soit une contrainte, il ne faut pas que le numérique soit un frein, il ne faut pas que le numérique fasse peur. Mais pour autant, lorsqu'on peut être un petit peu inquiet, il faut réussir à, même si ce n'est pas toujours évident, aller s'appuyer sur peut-être des collègues qui ont des compétences qui ne montrent pas forcément, mais qui vont pouvoir accompagner. Pourquoi je dis ça? C'est que pour moi, il serait dommage de partir du principe que je ne suis pas à l'aise avec le numérique et du coup, je ne vais pas aller vers le numérique. Ou en tout cas, je ne vais pas essayer de le distiller un petit peu. Et quand je dis ça, en plus, je ne suis pas du tout convaincu de ce que je dis parce qu'en fait, on en fait tous du numérique au quotidien. Lorsque l'on met son travail sur École Directe ou sur Pronote ou sur n'importe quel logiciel de gestion de nos établissements, on fait du numérique. Lorsque l'on demande à des élèves à distance de créer des supports, de travailler sur un thème, de travailler sur une notion, on fait du numérique. Donc pour toutes les personnes qui seraient réticentes, j'ai envie de dire, vous faites déjà du numérique et vous utilisez déjà du numérique. Après, c'est le numérique au profit de l'enseignement qui peut peut-être un petit peu poser problème. Pour moi, il faut vraiment, et c'est ce que j'essaie de faire, et j'ai la chance dans mon établissement, et ça c'est vrai que c'est important de le soulever, j'ai la chance d'avoir un chef d'établissement donc depuis maintenant 3 ans, Guillaume Lesage, qui est convaincu de l'utilisation et de l'utilité, de l'utilisabilité du numérique et qui met tous les moyens possibles pour que l'on puisse le déployer, avec le lycée numérique, avec voilà, la dotation des enseignants en matériel numérique. Et j'ai aussi et surtout la chance d'avoir des collègues qui de façon totalement altruiste, donnent du temps pour d'autres collègues, pour les aider à gagner en compétences, au final, à développer des nouvelles compétences. Je pense à un de mes collègues qui, je crois, est connecté, Cyril Jochot, que je salue. J'ai un autre collègue, Nicolas Echen, voilà, pareil, qui donne de son temps pour aider, accompagner. Nous, par exemple, pour vous donner un exemple très concret, depuis les annonces de M. Castex la semaine dernière, on est passé en demi-jauge. On avait eu la chance jusqu'à présent de l'éviter au lycée, on est passé en demi-jauge. Autant vous dire qu'on a beaucoup de collègues qui sont perdus sur cette notion de faire de la visio, de modifier un petit peu, de transformer leur cours pour la moitié de la classe qui était en distanciel. Et donc ce sont ces collègues qui, même s'ils n'ont pas de casquette ou de mission particulière dans l'établissement, vont donner du temps pour accompagner autant les jeunes que les collègues. Et c'est cette force qui me semble importante, et je suis persuadé que dans tout établissement, que ce soit de la petite section de maternelle jusqu'aux études supérieures, il va y avoir un Cyril Jochot, un Nicolas Echen, et j'en citerai peut-être, je pourrais en citer énormément, qui sont là et qui peuvent avoir la possibilité d'aider et d'accompagner. Je dirais qu'il faut aussi se méfier de tous ceux qui vont être sceptiques, de tous ceux qui vont être négatifs. Oui, le numérique, depuis le début de mon enseignement, je passe du temps, ça peut être chronophage parfois, mais ce que j'utilise beaucoup en EPS, c'est parfois perdre du temps pour en gagner par la suite. Oui, parfois on a des échecs, on a essayé quelque chose avec la mise en place du numérique au profit de la pédagogie qui n'a pas fonctionné, mais c'est pas pour autant qu'il faut s'arrêter et se dire je le mets de côté et puis je m'arrête. Je vais reprendre une citation de Mark Twain que mon premier chef d'établissement avait utilisé, qui s'appelle Christophe Corda, et il avait utilisé cette phrase en nous quittant pour d'autres missions, qui dit, cette citation dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Et je trouve que cette citation est très intéressante parce que, si on se dit que c'est impossible, forcément de base, on va être négatif, on va être réticent et on va pas mettre peut-être toute la même motivation et la volonté. Si on lève ces freins, si on essaye justement de s'appuyer sur ces leviers et qu'on se dit peut-être que si, c'est possible en fait, même si encore une fois ça va être difficile, c'est possible, je suis convaincu que c'est cette idée que j'avais dans la vidéo des petites graines. C'est ces petites graines qu'on va planter, qu'on va laisser germer et qui vont permettre peut-être un collègue qui était, j'en ai un dans mon établissement qui était en début d'année plus qu'hermétique au numérique, et je dirais ne serait-ce que
de faire l'appel sur la tablette, de faire l'appel sur École Directe, bah, c'est déjà un pied au niveau du numérique. Le fait d'utiliser l'Apple TV pour diffuser en AirPlay le travail qu'ils ont réalisé et préparé à la maison, c'est commencer à mettre un pas dans le numérique. On n'est pas encore dans de l'utilisation un peu plus pratique et pleine dans, la situation, mais c'est déjà pour moi un premier pas très important dans la mise en place du numérique. Et ça, j'en suis convaincu vraiment de cette notion d'échange, de partage des pratiques qui va permettre d'évoluer, d'avancer et de gagner en compétences au final, de gagner en compétences les uns et les autres. C'est toute la difficulté en tant qu'enseignant hein, de sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire qu'on a notre zone de confort dans laquelle on est peut-être depuis quelques années. Moi, je le vois en EPS, hein, depuis quelques années, bah, j'avais l'impression peut-être de stagner. J'ai un collègue qui est arrivé l'année dernière, qui a redonné un souffle et qui m'a fait réfléchir aussi sur ma façon de mettre en place mon enseignement et de me dire, bah, il y a peut-être des choses où il faut que je sorte de cette zone de confort qui me convient bien, mais bah, avant tout, j'essaie de réfléchir pour les élèves, pour les jeunes, que ce soit des tout petits ou des grands, et qu'est-ce qui va me permettre de leur apporter un petit peu plus. Et pour revenir sur le numérique, bah, ça va être par exemple, encore une fois, hein, je suis prof de balle, l'utilisation du numérique, je vais vous dire un exemple très simple, c'était pas plus tard qu'hier en course de relais vitesse, le fait de pouvoir filmer les élèves lorsqu'ils font la transmission du témoin et de leur montrer, mais regarde concrètement là, quand je te dis que ta main n'est pas correctement positionnée, c'est qu'elle est vraiment pas positionnée correctement. Ah oui monsieur, ah oui là je le vois bien. Et voilà, c'est ce type de petits exemples qui m'ont fait dire que bah, ça apporte une plus-value. Ça apporte une plus-value, en tout cas, encore une fois, c'est un exemple très simple et basique, mais qui montre bien que plus on va essayer d'amener un petit peu de numérique au profit, hein, au profit de notre enseignement, plus à un moment donné, les élèves, et encore une fois, j'en suis convaincu, vont en récupérer une plus-value, et nous aussi au final. Nous aussi. En restant sur cet exemple, s'il avait fallu que je passe 5 minutes pour expliquer exactement pourquoi je considère que sa main n'était pas positionnée, bah, je perds du temps. Là, en 2 secondes, l'élève a la possibilité de se visualiser, d'avoir son feedback et de se dire, ok, là j'ai cette chose à améliorer, j'ai cette chose à faire évoluer et cette chose à transformer. Donc c'est ce côté, ouais, sortir de cette zone de confort, le fait de se renouveler aussi. Alors, encore une fois, hein, quand je reprends l'exemple de nos collègues d'il y a quelques années qui n'utilisaient pas du tout, quand je dis quelques années, plus d'une trentaine d'années, moi j'ai connu le rétroprojecteur avec les transparents que les enseignants devaient réaliser et passer beaucoup de temps. Et au final, on en revient au même principe. Le numérique, je vais prendre l'exemple, un diaporama, bah, c'est ni plus ni moins que le transparent d'il y a une vingtaine d'années. Et avec cette chance et cette possibilité infinie de pouvoir le modifier à volonté sans avoir besoin de refaire intégralement le support. Donc j'essaie de faire des liens et au niveau enseignement et au niveau enseignant et au niveau élève, mais encore une fois c'est un exemple qui montre que le numérique va avoir cette plus-value de pouvoir renouveler, de pouvoir modifier son support. Je pense que vous êtes tous et toutes comme moi contents d'avoir des réformes sur les programmes à peu près tous les 5 ans, et encore je suis gentil, qui nécessitent parfois de... Non, j'ai pas connu le projecteur diapo. je n'ai que bientôt que 35 ans, donc non, je n'ai pas connu. Mais donc voilà, c'est un exemple encore qui montre qu'on évolue. On évolue vraiment avec la technologie qui avance. Et encore une fois, j'ai perdu mon fil du coup, c'est ce qui nous permet d'avancer, d'évoluer, d'avoir cette plus-value, encore une fois, pour les jeunes. Par rapport à ça, là c'est vrai qu'il y a un gros coup de projecteur qui est mis, un gros focus qui est mis sur le numérique par ce projet des territoires numériques éducatifs qui a été lancé en juin 2020 par le ministère. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas le premier. C'est-à-dire que si on reprend quelques années en arrière, à partir de 2016, vous aviez des plans numériques pour l'école, pour l'enseignement qui ont déjà été déployés, qui ont permis de développer un petit peu plus le numérique. Et là, peut-être que les territoires numériques éducatifs vont permettre d'avancer encore un petit peu plus, avec cette chance fantastique pour celles et ceux, et normalement vous êtes tous sur le 95, avec cette dotation de matériel, qui a ses limites, ses défauts et ses avantages. Je ne reviendrai pas sur les choix de matériel qui ont été faits, mais ça montre bien que en apportant peut-être du matériel, on va se dire, oui, bah, qu'est-ce que je peux en faire au final? Vu que maintenant j'ai le matériel qui m'a été gracieusement offert et que je dois utiliser, qu'est-ce que je peux en faire? Et encore une fois, je rebondis sur le fait que si je ne sais pas me servir du visualiseur, les beaux visualiseurs qui sont arrivés sur le premier degré, bah, j'en fais rien. Pour les titulaires? Les néotites. D'accord. Uniquement. Pour les titulaires, bah, si je n'ai pas été formé, si je n'ai pas
la connaissance de qu'est-ce que je peux en faire, c'est compliqué. Et derrière, peut-être de façon utopiste, et c'est l'objectif aussi du COPIL qui a été créé, c'est de créer ces sortes de personnes ressources. Et sur le territoire, voilà, on a énormément de personnes ressources. Je sais que dans les participants, il y a Gilles Auclair qui est présent aussi, qui est pleinement investi dans ce dispositif. L'idée, c'est vraiment de créer je ne vais pas dire des brigades, mais des personnes qui seraient à même d'apporter cette aide de façon très ponctuelle, de façon très pratique, pratico-pratique même, sur l'utilisation, encore une fois, du visualiseur. Et encore une fois, c'est cette notion de travailler en équipe qui me semble important, et en s'appuyant sur toutes les compétences des uns et des autres. Et peut-être qu'une personne aguerrie sur la partie numérique pour le déploiement au niveau de l'enseignement va, en échangeant avec un collègue qui l'est peut-être moins, ce collègue qui l'est moins va apporter lui sa vision purement pédagogique. Et c'est cette alchimie peut-être entre les deux qui permettent d'avancer davantage, d'avancer un petit peu plus, d'aller au-delà. Pourquoi je suis convaincu que le numérique aussi, et pourquoi on a cette responsabilité au final de mettre les jeunes face au numérique. On a la certification PIX qui est arrivée aussi depuis quelques temps, qui implique pleinement de la part de nos jeunes cette appropriation, cette utilisation du numérique. J'ai envie de dire que cette génération Z et cette génération alpha c'est pour tous ceux qui sont nés après 2010, ils sont nés avec ces petits objets-là. Ils l'utilisent au quotidien, mais ils l'utilisent de la façon dont ils pensent devoir l'utiliser. Et encore une fois, pour moi, le fait d'apporter le numérique dans nos enseignements, c'est leur permettre aussi de comprendre de quelle façon ils peuvent l'utiliser de façon intelligente. Un exemple, il y en aurait énormément des exemples. C'est vraiment cette idée de les accompagner, de le faire de l'enseignement au numérique, au final, de l'enseignement à l'outil numérique, grâce à la mise en place parfois de cet outil numérique lui-même. Par rapport à ça, depuis un certain nombre d'années, c'est vrai qu'on aurait tellement de supports et de ressources. Vous avez énormément de sites, vous avez des webinaires comme celui que vous vivez actuellement. Vous avez tout le réseau Canopé qui est énormément développé sur ces questions-là. Vous avez depuis quelques années aussi les JPOUN qui existent pour toutes les matières, et il me semble pour les différentes unités pédagogiques. JPOUN, c'est groupe d'innovation pédagogique pour l'usage ou par l'usage du numérique, si je ne dis pas de bêtises. Et ce sont des sites supports qui sont animés par des personnes comme vous et moi, des enseignants qui vont être peut-être accompagnés de personnes comme des doctorants, des doctorantes, comme des chercheurs, qui vont apporter un petit peu leur pierre à l'édifice sur de quelle façon on va pouvoir déployer, développer et mettre en place ce numérique, tout simplement. Autre argument qui me conforte dans l'idée que l'on doit, à un moment donné, amener ces jeunes à utiliser le numérique d'une façon ou d'une autre, ou en tout cas à se l'approprier. Dans les enquêtes récentes, il est dit qu'à peu près 85% des métiers de demain n'existent pas encore. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas leur apprendre à apprécier ou aller aborder tel ou tel secteur d'activité, on va leur apprendre à acquérir des compétences. Et ces compétences, je pense et j'en suis convaincu, avec l'évolution de la technologie, leurs futurs métiers seront intimement liés et fortement liés avec la dimension numérique, quelle qu'elle soit. Quel que soit leur métier, qu'il soit plutôt manuel ou qu'il soit complètement digital. Et encore une fois, les propulser, nos collégiens, nos lycéens, sur des études sup avec déjà peut-être un manque de bagages à ce niveau-là, c'est les mettre en difficulté. Encore une fois, un exemple très simple, moi je suis atterré de voir que certains élèves, une feuille Excel ou un tableur ou un outil Office, mais en fait ils sont incapables de s'en servir. Alors faire un TikTok, faire un Snapchat, faire une petite vidéo, utiliser un filtre sur un outil quelconque, il n'y a aucun souci. Maintenant, utiliser le numérique de façon plus professionnelle, si je puis dire, mais ils sont perdus. Rédiger une lettre de motivation, ils sont perdus. Moi, j'ai le souvenir qui me fait toujours beaucoup rire, d'il y a quelques années, on demandait aux élèves de 3e qui avaient fait leur stage de réaliser un rapport de stage et de l'envoyer de façon numérique pour valider le B2I à l'époque. Et une fois, je reçois l'élève m'apporte une clé USB en me disant « Monsieur, j'ai pas pu vous l'envoyer ». Et quand j'ai ouvert la clé USB et que j'ai vu 18 fichiers Word, et que en fait, chaque fichier Word correspondait à une page, ça porte à sourire, mais ça montre combien en fait cette génération que l'on considère comme à l'aise avec le numérique, au final, ils en sont loin parce qu'ils ont encore une fois leur utilisation
ludique du numérique. Donc encore une fois, c'est pour ça que pour moi, c'est de notre responsabilité de notre responsabilité. C'est un mot un peu fort peut-être de ma part, mais ça fait partie de notre mission pour moi et sans me tromper, ça fait partie des compétences que les enseignants doivent développer, le fait d'être capable d'avoir cette utilisation du numérique. Je ne reviens pas sur la formation, je suis bien conscient que la formation a ses grands manques à ce niveau-là, et je me dis que peut-être voilà, ce type de territoire numérique éducatif, ce type de projet peut permettre de refonder, ou en tout cas d'apporter un petit peu plus de lumière sur ces manques qu'il y a sur la formation initiale. Un des manques sur la formation initiale des enseignants. Et c'est pour ça, pour refaire un pont et un lien, une des autres casquettes, ou en tout cas une des missions que mon chef d'établissement m'a confiée, c'est l'accueil des nouveaux enseignants dans l'établissement. Et cet accueil, il passe par la façon très pratique de quelle façon tu vas pouvoir te balader dans l'établissement, j'ai envie de dire, quel intervenant et quel interlocuteur tu dois avoir pour telle ou telle chose, mais aussi sur la partie numérique. Concrètement, qu'est-ce qu'il est possible de faire, qu'est-ce qu'il est possible d'amener, et qu'est-ce qu'il est possible d'utiliser. Et donc c'est pour ça que peut-être ces temps-là sont importants en se disant ok, j'ai mon jeune collègue qui vient d'arriver, bah, peut-être que lui a à m'apprendre sur ce qu'il a vécu dans sa formation, peut-être que moi j'ai aussi beaucoup à lui apprendre sur ma façon de voir, ma façon de faire. Et on le fait tous, hein, cet échange de pratiques de façon informelle. Alors, on le fait tous plus ou moins, hein, comme je disais dans la vidéo, hein, sur les temps d'échange complètement informels qui nous sont des bouffées d'oxygène pour déconnecter des 2 heures qu'on vient de passer avec la 4e A qui était juste horrible. Et de pouvoir trouver des solutions ensemble. Ce qu'on fait avec les élèves, bon, pour moi, on peut le faire aussi avec le numérique. Et je sais que dans mon établissement, mes collègues, notamment en histoire géo, le font beaucoup. Là, on a la découverte de toutes les fonctionnalités de Teams, par exemple, et j'ai des collègues qui me disent, mais même quand on ne sera plus en confinement, oui, si j'ai cette douce idée que très rapidement, on ne sera plus sur cette situation, mais je continuerai à utiliser ces outils numériques parce qu'ils m'apportent une vraie plus-value. Alors oui, hein, c'est mon collègue... Monsieur Cass qui a passé 3 heures hier soir pour s'approprier Teams, mais ces 3 heures-là, il les a peut-être perdues entre guillemets hier soir, mais il va gagner combien d'heures sur la suite, sur la plus-value que ça va lui apporter, sur le suivi avec ses élèves, sur l'investissement aussi de ses élèves et des jeunes par rapport à, en plus, le fait qu'ils soient à distance. Donc encore une fois, je suis convaincu que cet apport du numérique, malgré tous les travers, malgré tous les difficultés que ça peut amener, à son utilité, et c'est à nous de le prendre en main et de savoir ce qu'on veut en faire. Et ça, j'en suis intimement convaincu. Je parle, mais il faut peut-être que je regagne le fil. Je n'ai pas vu la fin de la discussion du coup. La disparition du B2I. C'est pour ça que je ne suis pas du tout expert là-dessus, mais la certification PIX a vocation à remettre un petit peu les jeunes à l'utilisation du numérique, et pour le tester depuis 1 an et demi, la plateforme Pix de façon perso, c'est costaud. Les compétences numériques qui y sont demandées sont costauds. Aller chercher l'appareil photo qui a pris le modèle de l'appareil photo qui a pris la photo qu'ils vous ont donnée à travailler, par exemple, voilà, c'est le type de question où oui, c'est pointu, c'est pointu. Donc voilà, j'essaie de prendre en même temps le fil d'actualité. J'essaie de rebondir un petit peu sur l'atelier d'échange de pratiques, sur les temps qui me semblent importants et qui, encore une fois, j'espère, vont vous faire réagir sur le chat. Alors, hop, on est reparti. Mon Safari va être ici. Je l'ai laissé en tout petit. Normalement, vous la connaissez. Ah oui, il n'y aura pas le son forcément vu que je ne partage pas. C'est dommage ça. J'y ai pas pensé. Mais si, j'ai peur que si je mets le son, ça fasse le Larsen. Il faudrait qu'on coupe. Je vais faire un essai. Mais Déjà, déjà, ça va faire un Larsen. Et si je coupe ici, non? déjà la vidéo s'affiche même pas. Ah, bah voilà la technique. C'est ça. On va recommencer. Je l'avais dit, hein, ce serait vous mentir que de vous dire que l'utilisation du numérique est toujours très facile et simple. Je ne vais pas m'afficher la vidéo. C'est pas grave, je vais le faire à l'oral. Improvisation. Je mets la vidéo en ligne. Voilà. Mais normalement, vous l'avez toutes et tous regardé la vidéo. Je fais exprès. Le premier temps qui me semblait important, c'était
une des questions du Metimeter, c'était le fait que ça nous oblige à modifier notre posture d'enseignant. Et encore une fois, ça j'en suis convaincu, dans le sens où... non, c'est pas ça. Ça, c'est juste une capture. L'utilisation du numérique nous force, nous contraint forcément à modifier notre façon d'aborder notre enseignement, qu'on soit en petite section de maternelle ou qu'on soit en études supérieures. Le fait d'avoir son cours prédéfini, peut-être sur du support papier et rédigé au tableau avec un Velleda ou même en diaporama, à un moment donné, le fait d'avoir du numérique, ça nous permet peut-être de nous détacher de ce support. Et je vais prendre des pédagogies de l'enseignement par le numérique, il y en a plein, la pédagogie de la classe inversée. Beaucoup de personnes attribuent cela au numérique, mais non en fait. C'est-à-dire que quand j'étais élève, le numérique était très peu déployé, voire même pas du tout déployé. Lorsque mes enseignants me demandaient de faire un exposé, je vous dire une bêtise, sur Louis XIV, bah, c'était déjà de la pédagogie inversée. C'est-à-dire que c'était moi en tant qu'élève qui allait faire une recherche sur un thème bien précis et qui allait le présenter à mes camarades. C'est de la pédagogie inversée. À l'heure actuelle, elle est beaucoup plus facilitée avec tout ce qui est capsule vidéo, tout ce qui est vidéo disponible sur YouTube ou toute autre plateforme de streaming ou de vidéo. Et du coup, comment je vais dire ça? C'est une transformation de notre pratique parce que, un exemple encore une fois très simple, hein, en EPS, si je passe un quart d'heure à expliquer la transmission du témoin à mes élèves au début du cours, je les perds. Alors la classe renversée pour moi c'était les élèves qui apprenaient aux élèves, sauf si j'ai le droit de dire des bêtises. Mais de souvenirs sur mes quelques recherches, on parlait de classe renversée lorsque un élève ou un groupe d'élèves allait à un moment donné enseigner à d'autres élèves. C'est pas faux, c'est vrai aussi, c'est vrai aussi. C'est vrai. Mais l'enseignant du coup n'intervient pas. Oui, c'est... J'accepte. Mais à culpa, j'accepte, je l'ai dit, je ne suis pas expert dans tout ça et je ne fais qu'essayer de partager mon expérience. Du coup, j'essaie de mettre en même temps dans ma tête classe inversée, classe renversée. La classe inversée, on serait que oui, les élèves ne vont pas présenter, à leurs camarades. Si je reprends mon exemple, hein, de l'exemple du relais vitesse, je vais donner à mes élèves des liens, des supports, qu'ils soient écrits, qu'ils soient vocaux, qu'ils soient vidéo, pour que ce temps de 15 minutes que je perdais au début de mon cours, ils l'ont déjà fait en amont. La plus-value de ça, et je pense que j'ose espérer que vous êtes dans mon sens, c'est le gain de temps que ça va permettre pour les élèves qui, moi je sais, hein, j'en fais partie, enfin je suis plus élève, mais je fais partie des personnes qui ont besoin d'un petit peu de temps pour ingurgiter les informations et puis digérer et puis avoir des questions. Le fait de leur faire en amont, forcément ça va leur amener peut-être des questions qu'ils n'auraient pas eues s'ils avaient vécu ce temps-là en présence, 15 minutes au début du cours. Donc c'est encore une fois là, le lien sur le fait que le numérique apporte une plus-value pour les jeunes qui vont avoir le temps de prendre le temps, c'est le cas de le dire, sur l'apprentissage de cette notion. Et vous, ça vous fait un gain de temps, parce que vous n'allez pas perdre ce temps en salle, vous avez un gain de temps parce que vous avez des questions qui vont émerger par rapport à une notion qu'ils auront déjà vue et vécue. Et c'est toute l'importance, encore une fois, et avec le fait que les jeunes vont devoir utiliser un support. Et ils vont plus aller sur YouTube pour regarder le dernier épisode de je ne sais quelle télé-réalité. Ils vont aller sur YouTube ou une autre plateforme pour aller regarder une vidéo, je prends mon exemple encore une fois, hein, de transmission du relais vitesse que vous leur aurez transmis. Voilà sur cette partie-là, la modification de la posture. Je sais que tout à l'heure, certains disaient que c'est en partie. Ce serait intéressant de savoir l'autre partie, la partie qui entre guillemets, sur laquelle vous acquiescez le fait qu'on a une modification de la posture. Et je dis pas que c'est une modification à 100%, hein, mais c'est juste que ça modifie notre façon d'aborder l'enseignement. Encore une fois, on prend l'exemple théorique, au lieu de faire la théorie en salle, vous la faites en amont, à distance. J'essaie de zioter en même temps les fils de discussion, mais... Ne t'en fais pas, de toute façon, on reviendra dessus. Oui. Le deuxième temps de la vidéo qui me semblait important, c'est cette notion de temps bénévole, entre guillemets, de la part de tout le monde, le temps sur son temps personnel. Et je sais ô combien, notamment dans le premier degré,
les préparations sont longues, denses, importantes et chronophages. Dans le second degré, à moindre échelle, vu qu'on est plutôt centré sur une monodiscipline. Mais pour moi, c'est quand même des temps où, quand on les met en place, que ce soit moi, que ce soit mes autres collègues, du temps qui va permettre d'en faire gagner encore une fois, du temps de gagner. Pourquoi? Parce que, comme je le disais dans la vidéo, les collègues qui vont venir, lorsqu'on va dire, bah, ce midi, je propose un temps sur Teams pour savoir comment on va l'aborder. Encore une fois, les collègues vont choisir de venir, même si c'est en coup de vent entre deux cafés, entre deux copies à corriger ou autre, ils vont faire le choix de venir et donc forcément leur attention elle est meilleure. Elle est meilleure plutôt que pour l'avoir vécu dans l'établissement, une formation imposée, entre guillemets imposée, posée sur une journée pédagogique, sur un thème quelconque, où bah, au final, là pour le coup, les collègues viennent avec leurs copies. Je vois des têtes qui hochent sur les vidéos et on est bien conscient de ça. Et c'est pour ça qu'encore une fois, ces temps d'échange de pratiques me semblent importants parce qu'on choisit d'y être. On choisit d'y être, on ne nous a pas imposé, on ne nous a pas mis un couteau sous la gorge en nous disant il faut absolument que tu y ailles. C'est en fonction de, on en revient, hein, certains disaient quand on n'est pas à l'aise, bah, de ce dont je pense avoir besoin. Si pour moi l'utilisation de Teams c'est au-delà de mes compétences, bah, peut-être que pour le moment je vais le mettre de côté. Et peut-être que je vais juste aller demander de l'aide pour un exemple basique, pour faire l'appel sur École Directe ou pour mettre un lien sur mon ENT. Donc c'est toute la complexité et la difficulté de se dire je donne un petit peu de mon temps. Et c'est ma vision utopiste où je me dis que c'est pas du temps perdu. Même pour moi, encore une fois, cette vidéo, je l'ai trouvée très enrichissante. Les questions qui ont été posées lors de l'entretien, elles invitent encore une fois à la réflexion. Elles invitent à la réflexion de concrètement, qu'est-ce qui m'anime dans le fait de faire ces temps-là? Qu'est-ce qui va me motiver à continuer? Qu'est-ce qui motive aussi mes collègues à peut-être mettre un pied en plus au niveau du numérique? Et cette idée de se dire, bah, peut-être que ce type de vidéo, et il y en a beaucoup, hein, j'espère que vous êtes allé visionner les autres vidéos sur la chaîne de l'ADEC, montrer que, encore une fois, de la petite section de maternelle, je prends peut-être un petit peu trop bas, peut-être début du CP, jusqu'à les études supérieures, il y a des choses qui sont faciles à mettre en place, qui sont... Dès la petite section de dès maternelle. la petite section, voilà, dès la petite section de maternelle, des choses faciles à mettre en place et simples à mettre en place, que ce soit au profit des élèves, que ce soit au profit des parents, et j'espère au bénéfice de l'enseignant et de l'enseignement, et de se dire, bah oui, pourquoi pas moi, ou pourquoi pas nous. Peut-être que dans notre établissement, on va se motiver au fur et à mesure, et moi j'aime bien, on a une salle de réunion qui est au niveau du bâtiment administratif. Quand on fait ces temps de formation, mes collègues ou moi, on laisse toujours la porte ouverte. Et comme ça, quelqu'un qui va passer, tiens, il y a de la lumière, tiens, un petit sujet qui peut être intéressant, je vais peut-être m'y arrêter quelques instants. Et je me dis qu'il y a des Cyril Jochot, des Nicolas Echen, il y en a dans tous les établissements. Il y en a dans tous les établissements qui sont peut-être cachés, qui restent dans l'ombre par pudeur, parce qu'ils n'ont pas forcément envie. Mais je me dis que ces temps-là, c'est important pour se dire, bah, peut-être que oui, j'ai ma petite partie mes petites compétences professionnelles de partage au final à mettre en place pour inciter mes collègues à... Allez, on met un pied à l'étrier, même si c'est un tout petit pied, et puis on met de côté tous les freins, toutes les réticences, tout ce qui peut nous freiner ou nous dire que c'est compliqué à mettre en place, et puis on essaye. On essaye. Pour celles et ceux qui n'ont pas regardé le teaser des territoires numériques éducatifs, le projet est simple, hein, c'est de l'argent qui a permis d'acheter du matériel et de faire de la formation. Et une fois qu'on a fait ça, bah, testez en fait. Faites-vous plaisir, testez, amusez-vous, et puis dans 3 ans, on va un petit peu tirer les conséquences et on essaiera de voir un petit peu les axes d'amélioration ou les points positifs à conserver. Bah, peut-être que le numérique ici c'est pareil. Comme dans tout enseignant l'a déjà vécu, hein, moi le premier, vous avez prévu votre magnifique séance avec vos séquences, vos temps d'apprentissage, vos situations d'apprentissage. Et puis bah ça fonctionne pas du tout. Ça fonctionne pas du tout, et puis bah, il faut revoir complètement la façon de faire. Donc le numérique c'est pareil, peut-être que sur la classe de 4e A ça ne fonctionnera pas, peut-être que 2 heures après avec la 4e B ça fonctionnera, peut-être que sur cette notion-là ou ce type d'apprentissage ça ne fonctionnera pas. Donc c'est du tâton, c'est du progrès. Je reprends cette fameuse petite boucle, hein, de ma présentation au début, c'est voilà, parfois on fait des retours en arrière en disant bah non, là, on fait table rase, on revient complètement en arrière et puis on essaye autre chose. On essaie autre chose, on laisse ça de côté pour le moment, ils sont pas encore prêts. Ils sont peut-être pas encore prêts pour vivre ça de cette façon-là. Voilà au niveau de la vidéo. Je ne sais pas s'il y a des réactions du coup par rapport à la vidéo. Je ne sais même pas quelle heure est-il. 14h46, le temps passe vite. Hein.
je parle. Euh, je crois que ma dernière diapo, c'était voilà, quelle perspective. Au niveau des perspectives, en tout cas, nous, au niveau de l'établissement, on le vit pleinement. Hein, c'est comment remodifier un petit peu notre façon de faire par rapport à la situation, mais même au-delà. Encore une fois, on est passé en demi-jauge. Bah, et comment j'adapte mon enseignement? Et encore une fois, on a cette chance d'avoir notre liberté pédagogique. Certains vont faire le choix de faire la moitié, moitié de classe en présence, on fait cours normalement, et l'autre moitié de classe à distance qui va suivre le cours en visio avec tous les outils possibles et inimaginables. D'autres qui ne se sentent peut-être pas à l'aise de montrer leur bouille à la caméra, vont faire seulement du travail en autonomie. Le travail en autonomie a parfois ses limites qu'il ne faut pas oublier malheureusement. Et là, ce n'est pas un reproche ou une remarque négative, hein, j'en suis le premier conscient. Pour discuter avec un collègue par chez moi dans l'Oise, eux depuis le mois de novembre, ils sont en demi-jauge. Forcément, l'investissement, la captation de l'attention des élèves, au bout d'un moment, elle s'épuise. Et c'est peut-être là, encore une fois, et j'ose espérer que vous ne pensez pas que je prône le numérique à tout prix. Pour parler de moi personnellement, par exemple, j'ai 3 enfants. S'ils regardent la télé 1 à 2 fois dans la semaine, enfin même je dirais, allez, 3 fois dans le mois, c'est un grand miracle. Les écrans, ils n'en utilisent quasiment jamais. Et pourtant, j'ai cette casquette numérique dans le cadre de mon travail. Donc, pourquoi je dis ça? C'est que je ne prône pas le numérique à tout prix. Et encore une fois, mon idée, c'est pas de faire du numérique pour le numérique par le numérique, mais c'est de quelle façon le numérique va apporter une plus-value dans mon enseignement, que ce soit dans mon enseignement avec mes collègues, que ce soit dans mon enseignement mon partage avec mes collègues, mon enseignement avec les élèves, dans mes préparations, voilà, tout simplement. Donc pour moi, c'est important de le préciser. Je n'incite pas forcément et absolument à faire du numérique, bien au contraire. Mais il ne faut pas que le numérique fasse peur. Ça me fait penser d'ailleurs, certains collègues se disent, si j'utilise du numérique, je perds le contrôle de ma classe. J'ai envie de dire de façon très pragmatique, même si vous n'utilisez pas le numérique, la dimension numérique, vous n'allez plus la maîtriser. Et le fait d'utiliser le numérique, c'est pas forcément perdre sa classe, bien au contraire. Et ça, c'est important de le repréciser. Les perspectives, bah, pour moi, je ne sais pas trop. Hein, je ne sais pas ce que la suite me donnera. Pour le moment, j'ai toujours ma casquette de coordinateur qui me va bien, mon statut d'enseignant qui me va très bien aussi et qui m'enchante. J'ai toujours la même motivation le matin quand je sors de chez moi pour aller en face des élèves, à essayer de me creuser la tête. Là, encore une fois, sans vouloir m'étaler sur mon enseignement, en cours d'orientation avec les 3e, on est sur quelque chose de redondant depuis des années avec des cartes. On a un petit parc qui est sympathique. Et là, mon idée, par exemple, c'est d'essayer de trouver un système avec soit un principe de QR code ou un principe d'application type Glide App qui permet aux jeunes d'apporter une plus-value. Et quand vous leur parlez de ça, je peux vous garantir qu'ils ont des yeux qui s'émerveillent. Un autre outil que j'aime bien utiliser depuis quelques années, j'ai fait exprès d'en prendre quelques-unes. Je ne sais pas si certains et certaines connaissent ce petit QR code. Hein. C'est l'application Plickers. Quand j'ai commencé à l'utiliser il y a 2 ans et demi, c'était avec mes élèves de 6e notamment, en tant que prof EPS, hein, je vous rappelle que la météo en France fait qu'il fait à peu près beau, pas souvent, non je plaisante, mais voilà, on a des temps où malheureusement en EPS, on a obligation d'aller en salle, et je ne suis pas du style on va en salle, bah, on fait permanence, non. Manque de chance pour eux, on va faire un petit peu de théorie, on va aussi faire de la réactivation de connaissances. On a cette difficulté en EPS, on n'a pas la chance d'avoir un tableau mobile qui nous suive. Et parfois, on se rend compte que les informations qu'on donne sont loin la captation de l'information est loin de ce qu'on avait attendu. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Plickers, alors attention au RGPD, hein, je ne mets pas les prénoms de mes élèves, on fait soit des alias, soit des numéros. Les élèves ont ce petit carton qui va leur permettre de répondre à des QCM en fonction de la rotation et du sens de ce petit papier. Ça va donner la réponse A, la réponse B, la réponse C ou la réponse D. Et quand à mes petits élèves de 6e, je leur passe un Plickers, c'est pour la première fois, et au début ils se demandent qu'est-ce que c'est, il y a un petit temps d'adaptation, de manipulation. Je peux vous garantir que la fois suivante, quand il pleut, monsieur, on va faire Plickers aujourd'hui. Hein. Et ça montre encore une fois que ce petit outil numérique qui ne tient pas grand-chose, au final, les élèves, ils ont une captation beaucoup plus importante sur des notions théoriques en EPS, vous avez tous vos souvenirs de cours d'EPS qui parfois sont un petit peu barbants, même si en tout cas on essaie de les rendre un peu attractifs. Et encore une fois, c'est un exemple que cet outil numérique qui est très simple, qui ne demande pas beaucoup de temps de préparation, au final, en 5 questions, le côté intéressant, c'est qu'on voit quel élève, où en est tel ou tel élève, parce que vous avez encore une fois le côté nominatif des élèves.
Le côté plaisant, et j'en suis le premier, vous savez, hein, les profs de PS sont très fainéants. On a la chance de ne pas avoir de copie. Cet outil-là vous fait la correction en instantané, les élèves ont la correction en instantané, et vous, en tant qu'enseignant, vous avez le résultat en instantané. Donc voilà, c'est encore une fois le côté plaisant et intéressant et facilitant du numérique. Pardon. C'est le côté professeur EPS fainéant, c'est ça. Mais elle fait des maths, c'est pas mal. Merci, Gilles Leclerc. Donc voilà, c'est les perspectives, c'est pour poursuivre le déploiement, l'utilisation, la mise en place de petits outils numériques de ce type-là. Un autre exemple, hein, le Mentimeter que vous avez fait tout à l'heure, moi ça me permettait de voir un petit peu où est-ce que vous en étiez par rapport au numérique. Donc j'ai vu qu'il y avait une grande majorité qui était plutôt à l'aise, ou en tout cas plutôt utilisateur aguerri, enfin aguerri, régulier du numérique, et dans la partie personnelle et dans la partie professionnelle. Donc c'était intéressant de voir que voilà, je ne vais pas dire que je parle à un public qui est convaincu, mais j'aurais bien aimé avoir des personnes qui sont complètement réticentes et hermétiques pour avoir ce débat des échanges et d'idées. Mais j'ose espérer que celles et ceux qui ont des avis, pas contradictoires, mais personnels sur voilà, les difficultés peut-être qu'ils rencontrent, qu'ils n'hésitent pas dans le fil de discussion. Au niveau des deux autres perspectives, bah, c'est continuer à motiver mes collègues. Je pense à un jeune collègue, encore une fois, celui qui a passé 3 heures hier sur Teams. Mais il est enchanté de voir qu'au final, le numérique lui permet de gagner du temps par la suite. Lui permet sur Teams, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, il y a une petite partie bloc-notes, une petite partie devoir avec un suivi individualisé des élèves. Et encore plus du fait qu'on est en demi-jauge avec des élèves que l'on ne va pas voir à certains moments. Il y voit vraiment un gain, une plus-value, et pourtant, à la base, s'il n'y avait pas eu cette situation, ou si personne ne lui avait dit, tiens, au fait, il y a ça qui existe, tu peux essayer, tu ne peux ne pas essayer, bah, peut-être qu'il n'y serait jamais allé. Et il fait partie des collègues qui m'ont clairement dit, mais moi je vais continuer à utiliser ça, même en dehors, et je vais peut-être le faire aussi avec mes élèves de collège, pour qui ça peut avoir un intérêt ou une plus-value. Et comme toutes celles et tous ceux, hein, pour avoir regardé toutes les vidéos, qui utilisent de la petite section de maternelle jusque beaucoup plus loin, comment je vais dire ça, de l'utilisation concrète qui en est faite et qui leur permet d'avancer et d'apporter une plus-value dans leur enseignement. Voilà un petit peu, je ne pensais pas tenir aussi longtemps. Ça va être place aux échanges et... Ah bah la dernière question. Voilà. Est-ce que tu veux qu'on formule les questions et puis que tu puisses y répondre au fur et à mesure? J'ose espérer pouvoir y répondre à toutes. J'ai pas forcément toutes les réponses. Peut-être celle qui était juste l'an dernier, non? Ou tu voulais remonter carrément? Oui, bah, peut-être... parce que juste recentrer, donc Ludovic, par rapport à ton expérience, toi, d'enseignant et de personnes qui fait vivre ces échanges de groupes de pratique, il y avait une première question au tout début, c'était le numérique peut devenir une contrainte et donc on peut avoir des profs en souffrance. Et donc par rapport à ces échanges de pratique, est-ce que tu as l'impression que ça permet en tout cas de rencontrer ces enseignants qui sont davantage peut-être en souffrance par rapport à ce qu'ils ont l'impression d'être une injonction à utiliser le numérique? Complètement, et c'est ce que je disais, pour moi il ne faut pas avoir ce sentiment d'obligation d'utiliser le numérique. Il faut l'utiliser parce qu'on considère qu'il va y avoir une plus-value, il va y avoir un intérêt à l'utiliser. Encore une fois, ce n'est pas l'utilisation du numérique par le numérique parce qu'il faut faire du numérique et au final de l'imposer, de ne pas le maîtriser. Une personne à qui on demande de faire un PowerPoint qui ne maîtrise pas du tout l'outil, qui ne maîtrise pas du tout ne serait-ce que le fond et la forme, faire une présentation avec un PowerPoint, un outil qu'on ne maîtrise pas, c'est mettre en difficulté la personne. Et pour moi, ça c'est un non-sens et c'est encore plus face à des élèves, c'est inconcevable. C'est inconcevable. Et c'est pour ça, comme le dit Stéphanie, ces échanges de pratiques, et toute la difficulté, encore une fois, c'est d'avoir des personnes ressources dans les établissements qui vont permettre d'avoir peut-être cette petite soupape de sécurité ou de secours où je sais que j'ai ça à présenter dans une semaine. Au fait, est-ce que tu peux m'aider à comprendre succinctement de quelle façon ça peut être utilisé, ça peut se mettre en place, ça peut se mettre en application par rapport à ma séquence, par rapport à mon cours entier, par rapport à cette phase d'apprentissage que je souhaite mettre en place avec une partie d'un outil numérique, quel qu'il soit. Il y avait une question là sur
sur les compétences des élèves. Est-ce que toi, dans ton expérience, d'enseignant, là où tu es, est-ce que tu as l'impression que les élèves maîtrisent de moins en moins les compétences numériques qui sont nécessaires pour un élève? Il y a quelques années, comme c'était marqué dans le fil de discussion, le B2I permettait effectivement de les forcer à aller chercher certaines compétences, ne serait-ce que l'envoi d'un mail, hein, nous on le voit encore, des élèves de terminale qui vous envoient un mail ou un message où il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de ponctuation, c'est un petit peu écrit en texto, il n'y a pas de formule de politesse ni de au revoir, bonjour. Je ne sais pas si c'est de l'éducation ou de la maladresse ou du manque de connaissance des normes peut-être de l'outil numérique qui est l'envoi de messages. Et peut-être que oui, le fait de ne plus les inciter, ou en tout cas de ne plus avoir ces temps où on va les... moi je sais qu'en technologie on passait beaucoup de temps sur l'utilisation d'un ordinateur et de quelle façon l'utiliser. Peut-être que le fait d'avoir perdu ces temps-là les entraîne moins vers une utilisation utile du numérique. Encore une fois, ils l'utilisent pour faire des TikTok, pour faire des vidéos, pour utiliser des filtres, mais de savoir l'utiliser à des fins utiles, effectivement, il y a peut-être un creux à ce niveau-là qui est, grâce à Pix, on va espérer, hein, vu que les enseignants sont un petit peu pleinement investis aussi dedans dans certains établissements, va les aider, va les motiver à se dire ok, le numérique, c'est bien au-delà. Je reviens sur ce que je disais, hein, 85% des métiers de demain n'existent pas, leur faire prendre conscience que demain, ils auront besoin d'utiliser le numérique, quel qu'il soit, hein, que ce soit un outil matériel ou que ce soit directement de façon virtuelle. Eh bien, il faut qu'ils se préparent à savoir l'utiliser. C'est pas lorsqu'ils vont commencer à travailler qu'il faudra se dire mince, de quelle façon je vais envoyer un mail à mon chef. Non, ça, normalement, pour moi, c'est déjà acquis depuis longtemps. Je suis emmêlée en fait. Pardon. Il y avait une question sur les modèles pédagogiques. Est-ce que toi, ton utilisation du numérique avec tes élèves, par exemple, ou dans ce que tu peux évoquer avec tes collègues, cela part d'un modèle pédagogique précis, ou est-ce que tu construis finalement par rapport à du concret, par rapport à ce que tu vois sur le terrain? La difficulté pour moi d'appliquer un modèle, c'est que, j'ai envie de dire comme partout, on n'a pas de situation unique, on a tous des singularités de terrain, des singularités d'élèves, des caractéristiques élèves différentes. Il y a peut-être des modèles généraux qui peuvent s'appliquer. Je veux dire, par exemple, un modèle, c'est l'utilisation de la vidéo en EPS pour faire des feedbacks. Mais après, avoir des choses qui vont pouvoir se plaquer, se calquer en fonction de la situation, j'en suis pas convaincu. Je ne sais pas si c'est la question qui était sous-jacente. Mais c'est de quelle façon, c'est de la façon dont moi je réfléchis quand j'essaie d'apporter une touche de numérique dans mon enseignement. J'apporte une touche, c'est qu'est-ce que ça va m'apporter? Quelle est la plus-value que ça va m'apporter et à moi et aux élèves pour le fait que je le mette en place ou non. Et derrière, c'est une fois que je sais que je vais avoir à utiliser du numérique, qu'est-ce que j'utilise? Est-ce que j'utilise le numérique en amont, par l'envoi d'une vidéo, d'une capsule, par un travail de recherche, par un texte ou voilà, un règlement à lire ou à apprendre? Est-ce que le numérique, je vais l'utiliser in situ de mon cours, comme on a pu commencer à le voir sur les vidéos avec voilà, les collègues qui utilisent pleinement le numérique dans leur phase et dans leur situation d'apprentissage. Et pour moi, oui, c'est réfléchir à quel intérêt on a, quel intérêt on a à utiliser le numérique. Encore une fois, je ne suis pas du tout convaincu de faut que je fasse du numérique. Et puis maintenant, bon, non, je sais que dans cette phase d'apprentissage, pour moi, je réfléchis à comment le numérique va m'apporter quelque chose. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question du coup. En partie. Alors, il y avait une autre question d'Antonio sur la gestion des cours en distanciel synchrone. Toi, qu'est-ce que tu conseillerais, si tes collègues viennent te voir et te disent que ça provoque une charge mentale énorme et un épuisement, qu'est-ce que toi, là d'où tu es, qu'est-ce que tu pourrais leur proposer? Alors déjà, je leur dirais que oui, je suis complètement d'accord avec eux. Un cours à moitié en présence, à moitié en distance est doublement épuisant qu'un cours pleinement en présentiel. Dans le sens où il faut se concentrer et sur les élèves qui sont présents, sans oublier les élèves qui sont à distance. Et c'est là où on en revient à la modification de la posture de l'enseignant et même du support de l'enseignant. C'est qu'un cours en hybride, en synchrone,
nécessite forcément d'avoir réfléchi en amont à comment je vais pouvoir faire mon cours avec mes élèves qui sont en face. Est-ce que je partage mon écran avec mon diapo ou mon support qui me permet d'avoir mes élèves à distance qui ont aussi le même écran et où au final, j'ai envie de dire, ils auraient peut-être juste besoin du son. Je reviens à celles et ceux, et je peux comprendre qu'ils ne veulent pas montrer leur tête sur un outil numérique que les élèves pourraient capturer, voilà, enregistrer ou autre. D'avoir juste le son peut-être et l'écran de partage, c'est le fait de, voilà, pour répondre à la question, préparer son support qui permette de se dire mon enseignement synchrone, je vais réussir à le mener parce que j'ai mon support qui est prêt, j'ai peut-être le travail que j'ai donné à faire en amont ou l'exercice que j'ai donné en amont qui est prêt. Et, et du coup, je peux aussi me concentrer sur ceux qui sont présents. Je n'ai pas dit la fin de la discussion. Non, j'y vais. Oui, Anne-Hélène soulevait le fait qu'il c'est aussi nécessaire quand même de connaître quelques outils pour pouvoir imaginer l'exploitation numérique. Mais bien d'accord, et c'est tout l'enjeu du comité de pilotage qui est mis en place hein, sur le diocèse, derrière de pouvoir... Et avant de ça, je vais repréciser le fait que depuis le début de l'année, même si voilà, il a ses particularités, on va dire, ses points positifs, ses points négatifs, enfin ses actes d'amélioration, une plateforme qui a été mise en place, c'était pour premier, second degré ou que pour le second degré? Pour tout le monde. Cette plateforme qui a été mise en place de continuum de formation qui permet justement d'aller regarder, d'aller se renseigner, d'aller chercher un petit peu des capsules qui nous concernent, qui nous interpellent sur justement peut-être, j'ai pas tous les intitulés en tête, mais voilà, quel type d'outils pour mettre en place un quiz dans la classe. Alors c'est un exemple, hein, ne cherchez pas cet intitulé exactement sur la plateforme, mais il y a déjà cette plateforme qui existe. J'en reviens sur le fait que peut-être dans votre établissement, dans vos établissements, vous savez qu'il y a un collègue, une collègue qui utilise tel ou tel outil. Moi, je sais que mes collègues de langue en espagnol utilisent beaucoup Kahoot dans l'établissement. C'est un petit peu le même principe que Plickers, sauf que c'est avec un support et soit un ordinateur, soit un téléphone, soit une tablette. Donc c'est avec le partage où tu vas pouvoir avoir cette notion il y a cet outil qui va servir à... Quand, voilà, par exemple, on a beaucoup de personnes qui continuent à utiliser des diaporamas, vous avez d'autres outils qui maintenant permettent d'aller beaucoup plus loin. Je reprends mon collègue qui fait des plans de travail très élaborés. La vidéo, vous la verrez bientôt, Nicolas Echen en histoire-géographie, qui va au-delà, c'est-à-dire que au final, c'est plus un diaporama qu'il a, c'est un plan de travail avec des liens interactifs, avec des QR codes pour les élèves, qui vont leur permettre d'aller chercher différentes choses. Et, comme tu dis, ces outils-là, si à un moment donné on n'en a pas la connaissance, on peut pas les inventer. Et c'est pour ça que ces échanges, ces temps de pratique, toutes ces vidéos qui sont mises en place et qui sont déployées, elles ont cette volonté, cette utilité de se dire, il y a ça qui existe. Et si ça existe dans un établissement, pourquoi moi je ne serais pas capable, dans mon établissement, de le mettre en place, ou en tout cas de l'essayer, d'essayer de le mettre en place. Pour aller dans le sens de ce que disait Antonio sur le numérique qui doit permettre de répondre à un besoin d'une frustration pédagogique non assouvie, parce que quand on utilise des méthodes traditionnelles, on peut peut-être moins déployer les choses. Est-ce que tu rejoins ce qu'il propose, c'est-à-dire ce qu'il pense, c'est-à-dire d'utiliser le numérique, ça donne quand même ça ouvre davantage en fait les perspectives et ça permet d'aller beaucoup plus loin avec les élèves, de les engager plus dans la tâche. Comment tu répondrais à ça? Que je suis complètement et pleinement d'accord, et à 100% d'accord avec ça. Ça ouvre, je vais pas dire ça ouvre des possibles illimités, mais presque en fait. C'est-à-dire qu'on aura de limites que peut-être notre façon de voir les choses qui va s'agrandir au fur et à mesure, peut-être la limite technique pour le moment, mais peut-être que je dirais une bêtise, mais dans quelques années, pour moi en EPS, j'aurai des casques de réalité virtuelle ou même de réalité augmentée qui permettra d'aller plus loin. Donc oui, il faut se dire que peut-être si j'ai envie de faire quoi que ce soit, est-ce que j'ai un outil numérique, est-ce que j'ai un matériel numérique qui va me permettre de le faire? Et oui, donc je pense qu'à ce niveau-là, au niveau de la frustration, le numérique a cet atout de se dire bah, je peux aller plus loin. Je vais reprendre un exemple en EPS.
si j'ai besoin d'être sur un atelier important pour la sécurité ou pour toute autre chose, mais que je veux quand même que mes élèves soient en capacité de se voir concrètement pour avoir ce feedback et ce retour, bah, soit je demande à un élève, soit on a maintenant sur les tablettes, les ordinateurs, des applications qui permettent de filmer un plan et de le diffuser qu'une minute après. Donc l'élève a le temps de passer, je vais dire une bêtise, sur une roulade avant, et d'avoir le temps de sortir de sa roulade avant, d'aller derrière pour aller regarder l'iPad et de se voir faire sa roulade avant. Donc, pour rebondir sur ce qui est dit, oui, c'est le côté intéressant en tant que, et enfin, tout enseignant, moi, en tant que prof EPS, rien de plus frustrant que d'être d'un côté de mon stade ou de mon gymnase, de voir à l'autre bout un élève qui a fait un geste, qui a fait quelque chose pour lequel j'ai besoin d'apporter un contenu d'enseignement supplémentaire voilà, pour le déclencher peut-être l'amélioration, et ben, je ne peux pas parce que j'ai cette contrainte de ne pas pouvoir me coupler en deux. Et donc le numérique permet ça. Je vais prendre un exemple très simple. Je suis désolé, je suis prof EPS à la base, mais sur une situation où il y aura besoin de faire de la différenciation pédagogique, eh bien, à un moment donné, si on a la possibilité d'avoir du matériel ou du support, même les élèves et beaucoup de personnes sont réticentes à l'utilisation du téléphone et on est dans le 100% répression et sanction à l'utilisation du téléphone. On a tous été jeunes et il n'y a rien de plus plaisant que de braver les interdits. Alors qu'à un moment donné, si on leur donne la possibilité de l'utiliser à des fins intéressantes, on en revient à ce qu'on disait, c'est l'utilisation du numérique, mais à des fins pédagogiques. Et pour revenir sur mon exemple, je veux dire un exemple très simple, on va prendre de l'ultimate, les frisbees. Si j'ai un élève qui est très bon sur le revers, donc le geste traditionnel du frisbee, qui a besoin d'aller sur le coup droit et pour lequel, pour moi, c'était pas le cours nécessaire, peut-être que j'ai soit une tablette ou un QR code qui lui permet avec son téléphone de flasher le QR code et d'aller voir une vidéo qui va lui donner des bases sur la réalisation du coup droit. Et on est dans pleinement en plus notre rôle de différenciation pédagogique en fonction des besoins, en fonction des caractéristiques et de ce que l'élève a besoin à ce moment-là. Je vais revenir sur le fait de leur donner du contenu en amont. Certains élèves ont besoin d'avoir du temps pour assimiler les choses. Et ce n'est pas les 5 minutes peut-être sur, je dirais une bêtise, le théorème de Pythagore pendant le cours qui va leur permettre de l'assimiler. Et du coup, vu qu'ils n'ont pas eu le temps de l'assimiler, quand ils sont derrière sur l'application de la tâche en situation complexe sur un exercice, ils vont être perdus parce qu'ils n'ont pas eu ce temps d'assimilation nécessaire. Et pour moi, je suis convaincu qu'en maternelle, primaire, collège, lycée, enfin élémentaire, primaire, oui, c'est le même principe. Le numérique va leur apporter ce temps, va leur apporter une plus-value et va nous dégager du temps aussi pour les élèves au final. Donc c'est un cercle vertueux pour moi. Il y avait une remarque sur le fait mais ça rejoint ce que tu disais, hein, le fait de récupérer les représentations initiales des élèves avec des QCM notamment, par des évaluations diagnostiques en amont et après de personnaliser finalement les apprentissages. Et de différencier. Et d'être pleinement dans la différenciation pédagogique. Moi j'avais une question, comme il n'y en a plus pour l'instant sur le chat, j'en profite. Donc Ludovic, nous on est venu avec Sébastien pour faire une vidéo sur l'échange de pratiques que tu menais dans ton établissement. Moi je voudrais savoir en quoi cette vidéo ça a apporté quelque chose, en quoi cette expérience t'a apporté. Est-ce que c'était facile? Le fait d'être filmé ou le fait de faire l'échange de pratiques? Alors le fait de faire l'échange de pratiques. L'échange de pratiques, non. Et puis après d'être filmé. J'ai la chance dans mon établissement d'avoir de le faire depuis un certain nombre de temps, avant même d'avoir cette casquette de coordinateur. Après, ça reste aussi des représentations personnelles et des motivations personnelles. Cette notion d'aller aider mes collègues quand ils sont en difficulté sur telle ou telle chose. Et l'apport de ce temps de pratique, pour moi, c'est très constructif parce que c'est de la confrontation d'idées. C'est la confrontation d'idées avec les personnes qui sont déjà à l'aise. Je reprends l'exemple du tournage de cette vidéo. J'ai 2 collègues qui étaient présents. Sur le fond, ils n'avaient pas besoin d'être présents dans le sens où ils maîtrisent pleinement, ils maîtrisent parfaitement. Là, on en revient à la vidéo sur l'utilisation de l'application en classe. Ils la maîtrisent. Mais le fait qu'eux puissent venir pour apporter leur expérience, moi aussi, c'est intéressant. Encore une fois,
j'ai cette casquette de prof d'extérieur, de prof EPS, et un fonctionnement dans une salle de classe, un fonctionnement à l'extérieur n'est pas tout à fait le même. Donc pour moi, c'est enrichissant dans le sens où il m'apporte cette vision, cette vision en classe de la mise en place de ces outils, des contraintes, des leviers. Ils vont aussi faire gagner du temps à leurs collègues parce que peut-être qu'ils ont galéré sur la mise en place d'une situation ou la mise en place de tel ou tel outil. Et derrière, c'est sur cet échange de pratiques, oui, mais attention. Attention, il ne faut pas oublier qu'il y a ce point qui peut peut-être vous mettre en difficulté. Donc c'est tout l'intérêt pour moi de ces temps d'échange, c'est j'ose espérer autant ce que je vais leur apprendre que ce que moi je vais pouvoir apprendre d'eux. Un peu le principe lorsqu'on a la chance d'accueillir des stagiaires, je suis convaincu qu'on a autant à leur apprendre qu'eux ont à nous apprendre. Et sur ces temps d'échange de pratique, pour moi, c'est le même principe. Et par rapport au fait d'être filmé, j'ai envie de dire, sur les 5 premières secondes, on a un focus sur la caméra et puis après, on est dedans. On est dedans et puis on déroule et puis on est concentré sur au final nos collègues à qui on doit apporter à un moment donné un petit peu d'aide. Mais le fait d'avoir une caméra pointée sur une expérience que tu es en train de vivre, ça t'a permis toi d'y réfléchir davantage, d'être un peu plus précis dans ton... Un petit peu comme le temps de cet après-midi, hein, c'est la première fois que je participe et que je suis invité sur ce type d'échange. Il y a tout ce qu'on va essayer de préparer, de cadrer, de poser pour que ça fasse joli et puis pour éviter de partir dans tous les sens. Et après, il y a aussi le côté, et je pense, et après c'est peut-être aussi le côté intéressant d'avoir des échanges de pratiques avec des personnes qui, je vais pas dire qui maîtrisent, mais à qui ça parle, c'est d'être naturel. D'être naturel et entre guillemets, pas lire un prompteur et pas lire voilà, un déroulé bien précis et monocorde et du coup lassant. Donc oui, ça permet de le préparer, ça permet de se questionner. Pourquoi à un moment donné, ou en quoi ce que j'ai mis en place ou ce que j'ai fait ou ce que j'ai préparé a un intérêt. Donc c'est ce côté aussi, nécessité pas de se remettre en question, mais de réfléchir à la façon dont on l'a fait, en quoi la façon dont on l'a fait est intéressante. J'ai vu qu'il y avait une question intéressante sur les néotypes. Quel conseil donnerais-tu à un jeune enseignant sur l'utilisation des TIS ? De se lancer, Oser. d'oser et de ne pas avoir de... En tant qu'enseignant, je vais lancer non, je vais pas lancer un pavé dans la mare. On est toujours pas réticent, mais presque à ouvrir notre porte de classe et on a toujours ce côté un petit peu... j'ai pas envie d'être observé parce que je n'ai pas envie d'être jugé. Et c'est toute la complexité, la difficulté d'avoir des collègues qui au final ne sont pas là pour juger, mais pour être dans de la critique constructive et de dire ok là c'est peut-être que cette séquence d'enseignement ça peut être intéressant de l'envisager sur ce plan-là et bien peut-être qu'en face oui mais non parce que je l'ai envisagé de cette façon-là parce que pour moi c'est plus intéressant. Sur l'utilisation des TIS c'est peut-être le même principe, essayer de partir de simple, ça sert à rien de faire quelque chose de phénoménalement joli et beau et magnifique. Il faut rester sur quelque chose de très concret, très, je vais pas dire terre à terre, mais partir de quelque chose de simple et de se dire ok là prendre un exemple hein, peut-être que je vais essayer d'utiliser peut-être une Plickers et peut-être qu'avant de l'utiliser avec mes élèves je vais l'utiliser avec mes collègues pour m'entraîner ou même à la maison, je vais m'entraîner à la maison ou avec les amis, c'est un peu compliqué en ce moment vu qu'on n'a pas le droit de se voir mais voilà, c'est peut-être d'essayer d'utiliser d'abord utiliser l'outil ou la méthode ou le support numérique en amont, voir ce que ça donne, le tester en classe, ce qui sera forcément différent du test en petit comité, mais c'est peut-être commencer par des choses très simples. Et puis de se dire au fur et à mesure, de quelle façon je peux aller au-delà, qu'est-ce que je peux faire en plus, qu'est-ce que je peux apporter davantage, quelle plus-value ça peut m'apporter, surtout quelle plus-value, on reste des enseignants, quelle plus-value ça va apporter aux jeunes, aux élèves qui sont en face de nous. Donc, et s'appuyer sur les collègues, s'appuyer sur la mine d'or que sont tous les sites qui peuvent exister et les sites officiels, ou même moins, il y a des vidéos sur n'importe quel support de diffusion qui sont intéressantes, mais vous avez vraiment le réseau Canopé, vous avez encore une fois tous les JPOOM qui sont intéressants, vous avez des webinaires qui sont de plus en plus réguliers sur des outils, sur des modèles pédagogiques, sur des applications, et il faut pas hésiter à aller se passer du temps
passer du temps personnel. On est bien d'accord, on est bien conscient que c'est du temps personnel que l'on doit prendre. Mais si on considère que ça peut avoir un intérêt pour les jeunes, et pour nous surtout, il faut pas hésiter à le faire. Commencer simple. Ce serait le conseil pour revenir à la question. Commencer simple. Petite graine. Exactement. Qui germera. Dans ce que tu disais, tu parlais du jugement. Est-ce qu'on pourrait faire un saut entre le jugement et de ce fait la coopération, en disant que quand quelqu'un vient dans ma classe ou travaille avec moi, on est là vraiment pour coopérer et c'est ce qu'on va développer. C'est-à-dire que l'utilisation du numérique va aussi aider à monter en compétences, mais on peut le faire avec beaucoup de subtilité et d'intelligence en disant on partage des compétences et on construit ensemble. Complètement. Et ça, encore une fois, de la petite section jusqu'aux études sup, il n'y aurait rien de plus plaisant et je sais que c'est déjà le cas. Et encore une fois, le côté très intéressant de ces territoires numériques éducatifs, c'est que ça va mettre en lumière et en focus dans les établissements toutes les innovations qui sont déjà présentes depuis un certain temps et qui ne sont pas forcément mises en lumière pour tout un tas de raisons et qui vont permettre, encore une fois, de véhiculer ces petites graines qui vont naviguer d'établissement en établissement. Donc pour revenir à ce que je voulais dire, je suis convaincu que dans plein d'établissements, il y a des enseignants qui sont à deux, ou deux ou trois, et qui vont se poser sur, ok, là on a cette séquence à travailler, et qui vont la co-construire en fait, qui vont la co-construire et qui vont pouvoir du coup peut-être la mettre en place de façon différente. C'est-à-dire que 2 idées ou 3 idées sur la mise en place, eh bien ils vont peut-être chacune et chacun les tester. Et au final, derrière, c'est encore une fois cette richesse de se dire, on se revoit dans 2 semaines, une fois qu'on a tous réalisé notre séquence, et concrètement, de quelle façon ça s'est passé. Avec toute la complexité, on est bien d'accord, des particularités singulières de nos chères classes et de nos chers élèves. Et ce qui fonctionne très bien avec une classe pourra très bien ne pas du tout fonctionner avec une autre classe. Mais oui, la co-construction est la base de la réussite du numérique, au-delà même du numérique, de tout enseignement. Et donc ça reprend ce que disait Antonio dans sa dernière question sur le Learning Lab. Finalement, c'est le message derrière, c'est la collaboration entre enseignants. C'est ce vers quoi il faut tendre, avec toute la complexité des affinités qu'il peut y avoir ou non dans les établissements, des compétences qu'il peut y avoir ou non, du jugement qu'il peut y avoir ou non. Et la difficulté, c'est que pour moi, un chef d'établissement ne pourra pas impulser ce type de choses. Et Monsieur Lesage ne m'en voudra pas, on en a déjà discuté ensemble de façon informelle. Quand ça va être posé par un chef d'établissement, les enseignants très souvent se mettent un petit peu en arrière. Et c'est toute cette richesse lorsque ça émerge des enseignants eux-mêmes. Dans les équipes, lorsqu'il y a des temps, et je sais que dans des établissements c'est le cas, des temps d'échange, voilà, il y a 1 heure qui est posée par semaine ou par quinzaine pour discuter sur concrètement de quelle façon on va pouvoir de quelle façon on va pouvoir déployer tel ou tel outil numérique, telle ou telle chose. Et c'est toute la richesse, encore une fois, de cet échange. Alors là, moi, j'aimerais bien m'adresser à tous, et puis on verra comment on peut le relier, mais si vous aviez un besoin de formation qui vous vient là comme ça à chaud, en disant, bah voilà, pour moi ou autour de moi, j'aurais vraiment envie de travailler tel ou tel point en numérique, ça serait quoi? À chaud, qu'est-ce qui vous vient? On attend vos... Peut-être le noter dans le conversé pour que ce soit plus... C'est peut-être difficile de répondre là en 2 secondes. Hein. Justement, mais... Ça demande peut-être un temps de réflexion. Parfois, on a des idées... Après, si c'est plus simple, on peut créer soit un support sur lequel tout le monde puisse partager. J'ai l'impression que tout le monde cherche là. Exactement. Ça pose sport, c'est très bien. Je vais faire un lien avec un des futurs intervenants, Monsieur Tadei. Il y a quelques vidéos de lui sur YouTube, notamment sur Apprendre à apprendre, si je ne dis pas de bêtises, au XXIe siècle. Et à un moment donné, il dit la chose suivante, que chacun peut progresser pour soi, mais aussi pour les autres.
Et je trouve ça très intéressant parce que c'est exactement ce dont on disait tout à l'heure, c'est le fait de proposer quelque chose, de proposer un temps de formation parce qu'on a une compétence ou une facilité dans tel ou tel domaine. Et le retour qu'on va en avoir sera forcément utile et intéressant. Et je trouve ça important. Après, c'est ma vision, et je reprends un autre de ces mots qui est l'ikigai, le fait d'avoir la joie d'être toujours occupé. Il paraît que je suis un peu hyperactif sur les bords, je ne comprends pas pourquoi on me dit ça. Mais, et la joie d'être toujours occupé, c'est aussi voilà, ce côté aller vers les autres pour se dire, bah oui, même si là j'ai que 5 minutes de récréation, je vais prendre du temps pour discuter, échanger. Et peut-être qu'une discussion informelle de tout, de la pluie et du beau temps à la base, va découler sur oh, au fait, tout à l'heure, j'ai galéré avec ça. Et puis, voilà, il ne faut pas se dire que les temps d'échange sont forcément autour d'une table, sont forcément avec un PowerPoint, avec un diaporama, avec un support. C'est aussi ces temps qu'il va y avoir autour de la machine à café, autour enfin, à l'extérieur, en prenant l'air. C'est tous ces temps informels. Et tous ces temps informels, au final, c'est de l'auto-formation et de la formation entre pairs. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Si d'autres idées vous viennent, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Un grand merci à Ludovic de nous avoir accompagnés cet après-midi, de nous avoir présenté sa vision des choses. C'était pas évident, franchement, c'est un exercice qui n'est pas facile. Voilà, c'est de se retrouver derrière la caméra et de présenter, c'est vraiment pas évident. Non, vas-y, reste devant. Moi, je suis juste derrière. C'est pas moi l'acteur principal. Merci Ludovic. Merci à vous d'être présent. Vraiment pour nous, de lancer ce printemps de la pédagogie, c'est une expérience, c'est une expérimentation également. Nous testons aussi. Nous testons, effectivement, nous avançons en testant. Ensemble. Et voilà, j'ai perdu ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, ce printemps de la pédagogie, nous avons trois temps forts, 3 mercredis. Aujourd'hui, c'était important de laisser la place à Ludovic et que ce soit une personne du terrain qui aussi parle, parce que c'est pas forcément que des grands chercheurs avec des grands termes. Mais c'est un grand chercheur, Ludovic, il nous l'a prouvé. Mais on a besoin en fait de tous les regards pour pouvoir peut-être réfléchir ou en tout cas nous faire émerger d'autres projets. La semaine prochaine, nous retrouverons Margarida Romero et puis dans 15 jours, nous retrouverons François Tadei. Je ne sais pas si vous êtes inscrits pour ces prochaines formations, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à relayer aussi l'information autour de vous. Voilà, n'hésitez pas à relayer l'information. Et on vous enverra les liens comme on l'a fait la veille, comme ça on n'a pas de soucis. On peut vous envoyer le lien jusqu'au dernier moment comme on l'a fait ce matin. Voilà. Merci à tous en tout cas pour votre présence et puis on se dit à la semaine prochaine et encore un immense merci à Ludovic. Merci pour vos échanges. Bon après-midi, merci.